recevions ici un jeune homme, un certain Théodore Agrippa d'Aubigny. Ce soir, nous allons rendre hommage à sa petite fille, Françoise d'Aubigny. Pour cela, nous allons nous servir d'un texte, d'un livre, L'Allée du Roi, écrit par Françoise Chambert-Nagor. Et d'ailleurs, ce soir, nous utiliserons ce texte avec l'autorisation de Françoise Chambert-Nagor. Entrouvrons un instant notre cœur pour accueillir Françoise de Maintenon. Accueillons-la, sinon en la personne de la vieille gouvernante, du moins en cette petite d'Aubigné, plus pauvre et abandonnée qu'on ne le fut jamais. Et si je n'ai pas l'heure de vous plaire, par le récit que je vous fais de ma vie, j'aurais du moins goûté une dernière fois à ce plaisir de l'écriture, ce plaisir auquel j'ai tant de peine à renoncer. On sonne la cloche de la cour du dehors pour appeler les sœurs accomplies. On entend le long des corridors éteints glisser silencieusement les longues robes d'étamines démoniales. On aime la douceur de ce dernier office, le mystère de la chapelle plongée dans la nuit et l'ombre des visages que la veilleuse allumée n'éclaire pas. J'aime les psaumes qu'on chante accomplis, plus apaisants que des berceuses. Et cet abandon des âmes que Dieu conduit au sommeil et à la nuit. Je suis née le 26 novembre, ou le 27, 1635, dans la prison de Niort en Poitou. Mon père, Constant d'Aubigné, résidait dans la conciergerie annexée au palais de justice de la ville. Il tâtait de cette ombre-là depuis une année environ, après avoir fait l'expérience des cachots de Paris, La Rochelle, Angers, Bordeaux, l'après Poitiers, sans compter quelques menus geôles étrangères à ce royaume. Jeanne, la mère de Françoise, n'était pas trop satisfaite de mettre au monde ce troisième enfant, quand déjà elle peinait tant pour nourrir les deux autres. Elle n'avait pas trouvé à Niort le secours qu'elle escomptait, car à Niort, moins qu'ailleurs, on ignorait les vices, les crimes et les trahisons de Constant d'Aubigné. Et je naquis donc au milieu d'un dénuement tel que l'on peut dire que je naquis sur la paille. Jeanne s'installa dans un quartier de Niort, situé en contrebas de la rivière, envahi à tout propos par les os et les rats. Et ma mère y demeura pourtant 2 ou 3 années, avec mes frères, Constant, qui pouvait avoir 5 ou 6 ans à ma naissance, et Charles, qui portait encore la robe et marchait à peine. Y demeurai-je avec eux? Je ne sais plus, je ne sais. Je tiens pour probable que ma mère me mit en nourrice, peut-être à Niort. Les nourrices, alors, se rencontraient en abondance et leur lait ne coûtait guère. La plus jeune sœur de mon père, Artémise de Villette, rendant visite à ma mère, à qui elle consentait parfois de menus prêts d'argent, fut si alarmée de l'état dans lequel elle me vit auprès de ma nourrice, qu'elle pria sa belle-sœur de consentir à ce qu'elle m'emmenât sur l'heure et me plaça chez une femme de son village.
Ma mère y consentit avec soulagement. Pendant que Françoise roulait vers sa nouvelle destination, Meurcey, et que sa mère se consumait dans une vie de privation, son père transformait sa geôle en tripot. Il avait toujours eu un talent rare pour le brelan et le lansquenet, ce qui en faisait un joueur redoutable. Et comme il avait gardé les manières du monde, les gardes et les sergents de la prison préféraient porter leur bourse sur sa table plutôt qu'à l'auberge et partager sa compagnie, de préférence à celle des dockers du port. Ma mère savait-elle ses aventures lorsqu'elle l'épousa? Jugea-t-il à propos de l'informer du sort de sa précédente épouse, Anne Marchand, qu'il avait expédiée dans l'autre monde de 7 coups de poignard? Elle éprouva pour lui, dans les commencements de leur commerce, une passion vive et un aveuglement qui me semble difficile à concevoir. Certes, mon père était assez bien fait, mais il avait, lorsqu'il l'a connue, 3 fois l'âge de sa maîtresse. Il disait des vers avec esprit, en composait à sa façon, jouait de la viole et du luth. Mais il était sans bien et publiquement perdu d'honneur. Françoise, de tous ces faits, ne savait rien. La lecture du manuscrit de l'histoire universelle de son grand-père lui en a appris davantage. La tante de Françoise, Madame de Villette, habitait au nord de la ville, un gros château entouré de terre, qu'elle avait hérité de son grand-père, Théodore, le château de Meurcey. Sa tante et son oncle vivaient là assez médiocrement de l'entretien de terre qui n'était pas fort étendu. Cependant, par un ménage habile, ils tiraient de ce petit bien un revenu suffisant pour nourrir les 4 enfants nés de leur mariage, 3 filles, Madeleine, Aimée et Marie, Et un fils, Philippe, qui fut le premier compagnon de jeu de mon enfance. La vie qu'on menait au château de Meurcey était fort égale. C'était une vie tranquille, austère et douce. Et on m'avait donné une gouvernante, Marie. Elle me lavait, rarement. Elle me coiffait, m'habillait en me tirant à 4 épingles. Et du reste, elle me laissait faire tout ce que je voulais. Je l'aimais tendrement. À Meurcey, Françoise allait vêtue comme une petite paysanne, chaussée de chapes, de sabots. On ne lui donnait des souliers que lorsqu'il venait compagnie. Et ma tante disait que 2 souliers coûtaient le prix d'un mouton et que je les aurais bientôt gâtés à courir comme je faisais dans les prés. J'ai été plus heureuse en ce temps qu'à aucun autre de ma vie. Monsieur et Madame de Villette traitaient Françoise en fille, mais en fille pauvre. Ils savaient qu'elle n'était pas destinée à jouir de grands biens. Et en parents prévoyants, ils se gardaient de lui donner des habitudes de mollesse ou seulement de commodité dont il lui eût été, dans la suite, difficile de se défaire. Cependant, n'étant privé ni de nourriture, des nourritures physiques et morales nécessaires à mon soutien, ni des tendresses et des baisers qui sont le luxe des enfants, je me jugeais, avec raison, parfaitement heureuse. Les visites du dimanche à Niort faisaient ses seules peines. Les Villettes se rendaient ce jour-là aux prêches du temple. On la posait pendant ce temps à la prison où elle faisait visite à son père. Et ainsi, bercée dans l'amitié des Villettes, je ne pensais pas que mon bonheur dût prendre fin un jour. J'avais 9 ans. Au début de l'année 1644, sa mère franchit le pont-levis de Meurcey et dans l'heure embarqua Françoise pour un autre destin. Le soir même, j'étais à La Rochelle. Au fond d'un galetas, je faisais la connaissance de mes frères.
Constant, âgé de 15 ans environ, était un jeune homme triste. Il paraissait bon et doux, quoique dépourvu d'esprit. Ma mère l'aimait tendrement. Charles, qui ne me passait que d'une année, était plus amusant. Il me plut tout de suite. Je venais de quitter Philippe de Villette et me croyais inconsolable. Charles m'apprit qu'on se relève de tout à 8 ans. 3 grimaces, 2 pitreries, et ma peine me parut plus légère. Pour ma mère, que je n'avais pas vue depuis ma naissance, le séjour à La Rochelle fut l'occasion de la découvrir en entier. Je ne laissais pas d'abord d'être surprise qu'elle ne m'eût embrassée que 2 fois, et seulement au front. Encore ne devinais-je pas que ces 2 baisers seraient les uniques baisers que je recevrais de toute ma vie. Je vis qu'elle ne me trouvait pas à son nom. À La Rochelle, le temps lui semblait long. Elle ne voyait plus son père. Son père avait résolu de quitter la terre de France et de transporter sa famille aux îles de l'Amérique. En ce temps-là, le royaume expédiait dans sa colonie tous les misérables sans chemise, les prisonniers, les vauriens. Mon père n'y pouvait déparer, évidemment. En avril 1644, ils firent accord par devant notaire avec un riche avitailleur de navires pour qu'il les passât sur un de ses vaisseaux jusqu'à la Guadeloupe avec leurs 3 enfants. Et nous mouillâmes à la Martinique. 2 jours après, nous fûmes en Guadeloupe. J'ai peu de souvenirs du temps passé dans ces îles. Le seul événement dont Françoise se souvienne précisément est un discours que lui tint son père. Une nuit, je m'étais assise sur la grève et interrogeais au fond de l'eau le reflet des étoiles que je prenais pour des diamants. Je rêvais ainsi lorsque mon père vint s'asseoir à côté de moi. Puis m'ayant considéré en silence, il me dit que je devenais jolie et que je n'étais point sotte et que si je ne m'embarrassais pas de principe, j'avais quelque chance de terminer ma vie plus heureusement qu'elle n'avait commencé. Je retins la prédiction. Il est vrai que l'illusion fut de courte durée, car M. d'Aubigné conclut l'entretien en apprenant à Françoise qu'il allait les quitter bientôt. Et ma mère n'eut d'autre ressource que de quitter l'île et de regagner la France. Ils embarquèrent tous 4 sur une flûte marchande qui rentrait à La Rochelle.